Samedi 11 novembre, Agnès Varda recevait un Oscar d'honneur pour l'ensemble de sa carrière. Et pendant ce temps-là, on commémorait l'armistice. Delhi disparaissait sous le smog, Trump était en Asie et cela faisait un mois que le monde grondait de l'affaire Weinstein. Thank you, Harvey Weinstein. Harvey. Harvey Weinstein. To you, Harvey. Especially Harvey. Et donc, samedi 11 novembre, Agnès Varda, elle, devenait la première femme à recevoir un Oscar d'honneur pour toute sa carrière. À l'image, la scène typique des Oscars, paillettes, stars et ovations. Une scène classique pour une cinéaste désormais classique. 89 ans, plus de 40 réalisations à son actif, Agnès Varda a pourtant des airs de petite fille, perdue dans le monde du showbiz. À son secours, Angelina Jolie et cette danse. Ou l'occasion trop belle d'une image rêvée, à partager, d'une alliance très papier glacé de l'art et de l'argent, de deux continents, de deux générations, de deux femmes de cinéma et qui savent en faire. Mais cette danse, avec ses gestes pas très assurés et ses corps si éloignés, n'est pas qu'une union forcée. C'est aussi l'union tout court, sincèrement balbutiante, sincèrement hésitante de deux femmes en mouvement et en pleine délivrance. Et la dernière fois que j'ai vu ça, eh bien c'était déjà du cinéma, pas Fred Astaire et Ginger Rogers, ni Emma Stone et Ryan Gosling. Non, la dernière fois que j'ai vu ça, c'était sur du Rihanna. Shine bright like a diamond. You're a shooting star, I see. Dans la bande de filles de Céline Sciamma qui a 4, et en une seule danse, certes jouée et bien ficelée, se libérer des codes et des hommes. So shine bright tonight, you and I. We're beautiful like diamonds in the sky. Shine bright like a diamond. Et la dernière fois que j'ai lu ça, c'était du Haruki Murakami. Danse, 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 me disait-il, ne te demande pas pourquoi, il ne faut pas penser à la signification des choses. Si on commence à y réfléchir, les jambes s'arrêtent et tu ne pourras plus vivre que dans ce monde-ci. Cinéma ou pas, la prochaine fois, pensez-y. Bonsoir. Bonsoir, bienvenue pour ce 3e numéro de décryptage. Donc vous avez eu une petite surprise avant que nous accueillions nos invités. C'est ce virus numéro 1, c'est-à-dire que ce rendez-vous de décryptage va aussi se décliner sur nos sites et sur les réseaux. Il y aura le lieu physique, vraiment ici, où il y aura ce rendez-vous, et le lieu virtuel un peu plus, avec voilà, cette image virale du mois qu'on va essayer à chaque fois de décrypter, en tout cas que Géraldine Mosna-Savoie va décrypter. Je crois que le réalisateur Pascal Gobelot est dans la salle, donc on peut encore l'applaudir, en tout cas pour avoir si vite et si rapidement. Et donc l'idée que chaque mois on puisse voilà, avoir cette image virale, et que si vous pouvez en plus partager ça sur vos différents profils Facebook ou Twitter, etc., de rendre cette analyse d'image virale encore plus virale. Donc en tout cas ça participe de notre envie de décrypter un petit peu les images et les mises en scène de ces images et la manière dont elles occupent nos vies et nos écrans. Et ce soir, les sujets de ces virus sont complètement déconnectés des sujets que nous traiterons
ici. Et le sujet de ce soir, pour ce troisième numéro, ce sont les images du pouvoir, quelque chose qui est pour le coup très viral et d'actualité. Et donc j'accueille Géraldine Mosna-Savoie qui anime maintenant ce rendez-vous depuis le début et jusqu'à la fin. Et je lui demande d'accueillir aussi ses invités. Elle va nous les présenter pour ces images du pouvoir. Merci Géraldine. Sur un micro. Bienvenue, vous pouvez vous installer où vous voulez. De toute façon, il n'y a que 2 chaises, donc je pense que ça sera vite choisi. Donc merci à vous. Et parlons des images du pouvoir pour ce troisième numéro de Décryptage. Merci. Merci beaucoup Fabien, bonsoir à tous, merci d'être présents donc ici pour ce troisième numéro donc d'un rendez-vous mensuel de décryptage. Alors j'en rappelle très rapidement l'idée et le dispositif, c'est assez simple, c'est un thème d'actualité. Chaque mois, il y a 2 spécialistes que je vais tout de suite vous présenter, enfin dans quelques instants. Ils proposent et décryptent des images afin de comprendre comment nous construisons et comment nous construisent nos représentations. Et donc, pour ce troisième numéro, c'est un thème d'actualité, en même temps intemporel, c'est le pouvoir. Collectif ou individuel, clinquant ou austère, des lois ou de l'argent, super ou normal, le pouvoir est vaste, vieux comme le monde, aux multiples facettes. Et pourtant, quelque chose reste à chaque fois quand on le regarde, il s'incarne. Et qu'il s'agisse des chefs politiques, des peuples révolutionnaires ou des loups de Wall Street que nous découvrirons ce soir, le pouvoir se voit, se montre, il en impose. Le pouvoir ne semble pas pouvoir se passer de l'image. Alors pourquoi ? Comment ? Cinéma, télé, médias, réseaux sociaux, les images ajoutent-elles à son autorité ou le rendent-elles plus proche, plus accessible, plus normal et même peut-être trop normal ? Eh bien, pour en parler, j'ai le plaisir donc, de vous présenter les 2 invités du soir. Jean-Claude Monod, à ma droite, philosophe, auteur de Qu'est-ce qu'un chef en démocratie, politique du charisme. C'est paru au Seuil en 2012. Bonsoir, bienvenue. Et Yves Geland, vous êtes réalisateur. Bonsoir à vous aussi. On vous doit plusieurs documentaires sur le monde politique et les hommes qu'il compose. Georges Frêche, François Hollande, Georges Marchais, les élections, les journalistes. On aura l'occasion d'en voir quelques extraits durant cette rencontre. Bienvenue. Donc, première image que je vais vous montrer, ça n'est pas une image que vous avez choisie, Jean-Claude Monod et Yves Geland, c'est un extrait qui va parler à tout le monde, que vous allez évidemment tout de suite reconnaître. Je vous propose de le voir dès maintenant. C'est, je reprends juste le numéro, c'est l'image numéro 1, l'extrait numéro 1. Et voilà, au premier extrait, vous l'avez tous reconnu, c'est évidemment Emmanuel Macron qui vient d'être élu. C'était le 7 mai dernier et on a coupé l'extrait parce qu'il durait plus de 3 minutes. Ça a été très difficile de trouver un extrait sans voix, sans commentaire de journalistes qui tentent de meubler tant qu'ils le peuvent cette très longue marche où on voit un homme seul qui marche vers le Louvre sur la 9e symphonie de Beethoven. Donc on a là peut-être
toutes les caractéristiques finalement du pouvoir qui s'incarne dans la solitude, dans l'avancée et dans un lieu de rayonnement culturel. Est-ce que c'est là peut-être ces caractéristiques du pouvoir, Jean-Claude Monod? Ben, en tout cas, oui, il y a eu évidemment un essai de cumuler les signes d'une certaine solennité du pouvoir présidentiel en particulier. Bon, évidemment, la marche, ça renvoyait aussi à En Marche, donc un mouvement, mais aussi évidemment à toute une série de modèles qui étaient convoqués de manière plus ou moins explicite depuis Mitterrand remontant vers le Panthéon, jusqu'à cette image un peu de l'homme seul que vous rappeliez, qui a marqué, disons, l'histoire de la Ve République, jusqu'avec son fondateur. Et ce lieu, alors qui même inscrit tout cela dans une histoire plus ancienne, c'est-à-dire le Louvre, donc l'horizon même de la monarchie, etc. Donc il y a évidemment une façon de qu'a eu Emmanuel Macron de jouer, très très mise en scène évidemment par son conseiller en communication, etc., mais de rejouer la solennité et la distance du pouvoir après un quinquennat ou deux quinquennats peut-être qui avaient été plutôt marqués par une tentative de normalisation ou de rapprochement entre le président et les citoyens sur un mode qui éventuellement n'avait pas été jugé réussi ou satisfaisant. Donc ça a été le pari de Macron de jouer cette carte de la solennité d'un pouvoir qui assume voilà, cet héritage lourd, mais... D'être autoritaire, personnalisé. Autoritaire, je ne sais pas, mais en tout cas, oui, ce qu'il a appelé jupitérien, c'est-à-dire cette sorte de majesté de l'homme seul qui doit assumer cette part de décision et de pompe que lui donne l'élection et le fait d'être à la tête de l'État français. Yves Geland, comment vous êtes réalisateur de documentaires, vous avez beaucoup filmé d'hommes politiques. Comment vous avez réagi quand vous avez vu cette très longue marche d'Emmanuel Macron, cette mise en scène de son fait de sa propre accession au pouvoir? Comme beaucoup de personnes, je l'ai vu en direct. Et la première réflexion que je me suis faite en revoyant les images, c'est qu'effectivement, vous les avez trouvées sans commentaire. Et c'est, peut-être qu'on en reparlera, mais c'est souvent une difficulté de trouver des images sans commentaire. À la télévision, on a toujours peur du silence. Non seulement il n'y a pas de commentaire dessus, mais il n'y a même pas de bandeau, parce qu'en général, il y a toujours, alors sur les chaînes d'information en continu encore davantage, une image qui est saturée d'informations, avec un logo en haut à gauche ou en bas à droite, avec l'heure, avec le niveau du CAC 40, avec tout un tas d'informations, des dépêches AFP qui circulent. Donc on a du mal à découvrir l'image qui est très souvent étouffée, soit par la voix, soit par tout un tas de signes tout autour. Donc forcément, peu de gens l'ont découvert comme cela. Et où le commentateur vous explique ce qu'il faut penser de ça. Donc forcément, je me souviens qu'on a fait évidemment référence pas à la soirée de l'élection de Mitterrand, mais à la journée d'investiture, avec la mise en scène qui avait été assurée à la fois par Roger Hanin et Serge Moati au Panthéon. Moi, j'y vois davantage Giscard que Mitterrand, presque. Parce que Giscard se mettait beaucoup en scène tout seul. Il arrive d'ailleurs, il part et il arrive à l'Élysée tout seul, je crois. Et même quand il est filmé pendant la campagne par Raymond Depardon, vu qu'il est producteur du film, il aime bien se mettre en scène également tout seul, en train de marcher dans la forêt. Moi, c'est bizarre. Le souvenir que j'ai, c'était, je regardais que les semelles, en fait. J'étais obsédé par le fait que les semelles étaient claires. Et en fait, je regardais pas son visage, j'arrêtais pas de regarder ses semelles. Et je disais, il a pas réfléchi à ça. Il avait pensé à tout sauf aux semelles. Oui, en fait, je crois me souvenir que j'étais pas seul devant la télévision, qu'on regardait tous les semelles claires, qui était le seul point un peu. Il était assez mal éclairé, donc il avait tout prévu, mais pas tout. Voilà. Et ensuite, j'étais avec un petit malaise c'était trop signifiant. C'est-à-dire que quand on veut en faire trop, et la mise en scène de lui-même se voyait, quoi. C'était surligné, donc il y a de la sursignification. Alors en plus,
c'est vrai qu'il était emmerdé parce que c'était ni et de gauche et de droite, ou ni de droite ni de gauche, donc ça pouvait être ni la Concorde, qui est généralement les soirées de victoire pour la droite, ni la Bastille pour la gauche, donc il a choisi un point médian sur la rue de Rivoli. Et il est tombé sur le Louvre. La seule chose, c'est qu'il y avait en plus, pendant son discours, cette espèce de pyramide. Alors, la pyramide, qui a été en plus, interprétée. On trouve quelques vidéos assez drôles, oui, complotistes, sur le fait qu'il soit. C'est à la fois les francs-maçons, les voilà. Illuminati, tout ça. Enfin, c'était devenu. Alors là, j'ai trouvé ça, à force de vouloir en faire beaucoup, c'est ridicule finalement. Moi, ça allait à peu près, mais je pense que ce discours-là n'était pas le meilleur, honnêtement. Pas plus d'ailleurs que le discours du premier tour, qui était quand il fait absolument faire venir sa femme. Donc des fois, voilà, il cherche un peu du côté de Giscard, du côté de Kennedy, du côté de... Et ça se voit un peu trop. Voilà, c'est un peu la réflexion que je me suis faite. Après, depuis, il ne cesse que d'essayer de solenniser, de personnaliser, voilà, de montrer que voilà, la verticalité jupitérienne, et effectivement, la marche renvoie en marche, et n'oublions pas que en marche renvoie aux initiales, ses initiales. Ouais. Alors, on va tout de suite commencer avec votre choix d'image, Jean-Claude Monod. On va revenir à des images classiques de représentation du pouvoir. C'est les images numéro 2. C'est en vis-à-vis deux tableaux de David, voilà, que vous pouvez nous présenter, Jean-Claude Monod. On revient peut-être aux sources de la représentation du pouvoir depuis les débuts de la démocratie, on va dire. Oui, enfin, ce sont deux tableaux très connus et très commentés donc, de David, hein, du même peintre. Le premier, donc, c'est le serment du jeu de paume. Qui représente donc ce moment où l'Assemblée se réunit et dit qu'elle ne se séparera pas, enfin, avant d'avoir élaboré une constitution. Et donc tous les députés donc prêtent serment. Et c'est souvent une image qui est contrastée, notamment il y a Jean Starobinski qui a écrit des choses là-dessus. Contrasté disons, par rapport à l'image du sacre. Alors le sacre, c'est évidemment plutôt le sacre royal habituellement. Ici, c'est le sacre de Napoléon, et qu'il est facile donc de contraster, puisque là, on aurait l'image justement, alors pas du tout de la verticalité, hein, mais de personnes qui sont toutes tendues, disons, dans un même acte qui constitue justement un nouveau collectif. Sous le regard du peuple, hein, qui est là-haut. Bon, ce sont des représentants du peuple. Le peuple est là-haut. On peut se dire que la lumière figure un peu cette légitimité du peuple qui vient baigner la scène. Alors, il y a un récalcitrant, hein, il y a une personne qui refuse de prêter serment, qui est ici à droite du tableau. Alors, selon les interprétations, on dit que c'est pour montrer justement qu'il y a une possibilité de dialogue et d'opposition libre, ou bien que c'est pour au contraire le montrer à l'exécration. Donc ça, il y a deux interprétations publiques possibles, enfin de cette sorte d'unanimité moins une voix en quelque sorte. Et là, alors on a évidemment quelque chose qui rejoue et en même temps déplace un peu ou déjoue le sacre royal, c'est-à-dire une forme de pouvoir qui se présente comme, enfin sous le signe quand même plutôt d'une transcendance consacrée par le pouvoir religieux. Alors là, comme c'est Napoléon et qu'il s'est auto-couronné, ça ne suit pas la symbolique classique du sacre où le pape donne la couronne, pose la couronne sur la tête du roi, même s'il y a eu des précédents, hein, d'empereurs qui s'auto-couronnaient. Et David, d'ailleurs, a choisi plutôt de mettre en scène le moment où Napoléon met la couronne sur la tête de sa femme. Donc il y a aussi une façon de déplacer peut-être le symbole monarchique classique pour quelque chose qui était donc intervenu évidemment après la Révolution. Donc c'est un retour à une forme de sacre et en même temps quelque chose qui s'invente et qui repersonnalise à l'extrême le pouvoir. Et donc ça me semblait intéressant parce que ce sont un peu deux
deux images typiques du pouvoir plutôt de l'Assemblée révolutionnaire, collective, horizontale, et le pouvoir dans sa peut-être verticalité et son appel à une onction sacrée. Et on pouvait penser que celle-là allait annuler ce genre de représentation, mais en fait non, celle-là est revenue 15 ans après, et je pense qu'on est toujours un peu dans une oscillation entre ces deux figures. Oui, finalement, les représentations du pouvoir, le pouvoir est un terme très vaste. Il peut recouvrir finalement tout ce qui est de l'ordre de la puissance, donc ça peut prendre différentes formes à différents moments. Ça n'est pas circonscrit à un champ en particulier, et pourtant le pouvoir en général est représenté de la même manière, soit de manière verticale, soit de manière horizontale, dans le rayonnement en tout cas, dans l'accord, dans la hauteur, dans la richesse aussi, dans l'opulence, que ce soit des voix ou des atours. Finalement, le pouvoir, on arrive à la fois à voir ce que c'est, mais on a du mal à le définir, en fait, si je peux reprendre une définition. Ah oui, alors la définition du pouvoir, enfin, elle peut aller dans différentes directions. Il y a le pouvoir comme capacité à se faire obéir et à faire agir des gens dans le sens que l'on veut, donc à conduire des conduites. Et puis il y a le pouvoir comme capacité d'action, éventuellement d'action collective. Alors on peut dire que ce sont deux pôles qu'on retrouve ici, c'est-à-dire cette dimension de l'acte qui confère un pouvoir collectif, ou du pouvoir qui se concentre dans la capacité d'action d'un homme qui veut incarner l'État ou l'Empire. Donc là, il y a une dimension même impériale, donc à la fois le faste et la capacité concentrée dans un individu. Vous voulez réagir sur ces deux images, Yves? Oui, je remarque que les fenêtres sont ouvertes, effectivement. Donc là, il y a l'air qui circule, il y a même un courant d'air et même une double exposition. Alors qu'à droite, on est plutôt dans la lumière. Enfin, on a l'impression qu'il n'y a pas de courant d'air du tout, quoi. Vraiment, sinon, il y aurait des robes qui voleraient, des couronnes qui tomberaient, et que c'est une lumière... je ne pense pas que ça soit halogène, mais qu'en tout cas que c'est une lumière divine peut-être. Donc on est dans une église forcément, et on est beaucoup plus confiné. Voilà. C'est intéressant, Yves Joland, que vous parliez du temps, parce qu'on va regarder un extrait d'un de vos films. On y voit des ouvertures, des portes, on y voit aussi de la pluie. C'est l'extrait numéro 6. Je tenais à être présent aujourd'hui dans le cadre du 70e anniversaire de la libération de notre pays. Et je n'y aurais renoncé à aucun prix, même si la pluie nous accompagne aujourd'hui. Mais ce n'est pas l'intempérie que nous redoutons le plus. Mesdames et messieurs, les 128 de l'île de Sein incarnent le plus bel esprit qui soit, l'esprit de résistance. Cet esprit est la force de la France, et cet esprit, il vivra aussi longtemps que la France. Vive la République et vive la France. Alors Yves Joland, c'était le tout début de votre film Un temps de président, à juste titre, puisqu'on y découvre cette séquence
qui a lieu sur l'île de Sein et dont d'ailleurs j'ai entendu parler Gaspard Ganzer il y a peu. On lui demande encore, donc c'était le conseiller en communication de François Hollande, on lui demande encore pourquoi François Hollande n'a pas eu un parapluie, pourquoi on n'a pas donné un parapluie à François Hollande quand il faisait ce discours-là. Et effectivement, on a là une représentation, l'image d'un président qui n'a rien à voir avec les deux images du pouvoir qu'on a vues précédemment. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment d'horizontalité ni de verticalité. On a un président qui subit les intempéries. C'est très vertical, les intempéries. C'est une forme de transcendance, ça c'est sûr. Oui, Gaspard Ganzer n'était pas là ce jour-là. D'ailleurs, il a été, pas à cause de la pluie, mais il était en vacances, mais il est revenu à cause du parapluie. Non, pas du parapluie, mais de la démission du gouvernement et du remaniement qui s'en est suivi. Puisque c'était effectivement un été où vraiment le ciel est tombé sur la tête du président, à tout point de vue. Et dans la même séquence, il y a eu la sortie du livre de Valérie Trierweiler. Que vous filmez aussi, enfin cette sortie en tout cas, et l'ombre qui plane sur ces mois-là. Oui, c'est ce qui d'ailleurs a fait dire à Gaspard Ganzer, si on avait su que tout ça arrivait, on aurait demandé de commencer le tournage qu'à partir de l'automne. Mais bon, voilà. Je pensais filmer un été un petit peu un président hors sol, ou en tout cas la torpeur estivale, et en fait, il n'y a pas eu de vacances. Moi, je voulais faire les vacances de Monsieur Hollande au début, c'était le titre de mon film. Donc, voilà, c'est à peine commencé qu'elles étaient déjà terminées. Et c'est effectivement le début du film, le début de l'histoire, et ce qui va donner lieu au titre, effectivement. Longtemps, j'ai voulu, puisque notre débat porte autour des images du pouvoir, appeler le film Le temps du pouvoir ou Le pouvoir du temps. C'était déjà pris. Il y a Hugues Lepage, qui est un journaliste et réalisateur belge, qui avait filmé François Mitterrand et qui avait pendant très longtemps et qui a fait deux films au RTBF, même davantage, mais dont un qui s'appelle Le temps du pouvoir et l'autre Le pouvoir du temps. Donc, mais je voulais absolument qu'il y ait le mot temps. Alors bien sûr, le temps c'est la durée, le temps c'est le tempo, le temps c'est l'histoire. Et le temps, c'est la météo, puisque la langue française nous offre le même mot pour dire en allemand Wetter et Zeit, ou je ne sais plus comment on dit en anglais, bref. Et donc, je me suis amusé avec ce jeu de mots, mais c'est aussi le temps politique et le temps médiatique, comme je le dis dans le carton en ouvrant, c'est ce qui m'intéressait vraiment. Et voilà pourquoi aussi il y a, en plus du président, d'autres personnages, les hommes du président, et notamment Gaspard Ganzer, qui est le directeur de la communication, et qui fait un grand second rôle dans le film. Mais ce qui m'intéresse aussi dans cette séquence, et voilà pourquoi j'ai finalement choisi cette image de pluie, qui a donné donc à notre président de la République précédent ce surnom de Rain Man, c'est que j'ai montré ce film aux États-Unis. Et tout à l'heure, on parlait de comment on découvre les images. Il y avait avec notamment l'extrait que vous avez montré tout à l'heure sur Emmanuel Macron qui dans la cour du Louvre. Et là, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que de la vie générale, cette séquence de l'île de Sein a été une séquence médiatique dévastatrice, catastrophique, parce que les gens l'ont découvert sur les chaînes d'information en continu, encore une fois. C'est-à-dire qu'il y avait un plan qui était... maintenant, il faut alimenter les chaînes d'information en continu. Donc, dès qu'il y a un discours du chef de l'État, il faut le transmettre en direct sur BFM, sur iTélé, sur CNews maintenant, LCI, etc. On a le record en France des chaînes d'information en continu. Et le plan, c'est un plan fixe qui, en plus, vous avez vu dans quel état on était. La caméra, on y a laissé une caméra après cette séquence. Je crois qu'on voit vraiment les tout dernières. Oui, enfin, on a eu pour 4 000 € de réparation, ah, oui. mais le président m'a dit qu'il y avait laissé lui son costume aussi. Donc, j'ai jamais été de ma vie autant mouillé. C'est vraiment tous les gens qui étaient présents, c'est comme si on était tous tombés dans une piscine. Vraiment, on était entièrement mouillés. On n'avait nulle part où se protéger.
Alors, pour la question de savoir pourquoi on n'y a pas apporté un parapluie, c'est qu'il ne voulait pas, lui, être, alors qu'il y avait tous ces anciens combattants présents sur la lande de l'île de Sein, il ne voulait pas être le seul à être protégé. Voilà pourquoi il ne voulait pas donner cette image aussi d'un président. Il voulait être un président normal. Il voulait être un président normal et puis un président aussi qui ne se protège pas vis-à-vis des autres qui étaient des héros de la... Pour certains, enfin peut-être pas tous de la Deuxième Guerre mondiale, mais en tout cas des gens qui avaient combattu et qui étaient, eux, pas protégés. Voilà. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai présenté le film aux États-Unis, ils ont eu une autre vision. Parce que dans la mémoire collective française, on a cette image d'un tourné par BFM, qui est un plan qui, en plus, était cramé, c'est-à-dire, comment on appelle ça, surexposé. Donc on voit le président totalement blafard. Et comme on l'a en face, on a effectivement... Moi, je filme très souvent de côté, de profil, souvent un peu hors champ. Et alors que l'image que renvoyait la télévision, c'était l'image du président de face, c'est-à-dire qu'on n'avait pas son regard. C'est-à-dire, ce qui était dévastateur comme image, c'était la buée sur les vers de François Hollande, que l'on aperçoit dans mon film, mais qui est qu'à un moment. Et il n'y a pas de plan large. Et le plan large donne une autre image. Et ils ont trouvé, dans le débat que j'ai pu avoir avec les spectateurs américains, ils ont trouvé que c'était un homme qui affrontait les éléments et qu'ils ont trouvé très courageux. Il ne les subissait pas, finalement, à l'inverse de ce que je viens de dire, en fait. Et donc, tout dépend où on met la caméra. Quelle est l'image du pouvoir qui revient? Parce que vraiment, si on se penche, si on se penche sur les images des présidents sous la Ve République, vous avez de Gaulle à Mitterrand, en passant par Pompidou, Giscard, vous avez tous à un moment, ils sont sous la pluie. On a des images où on voit Mitterrand ruisselant, Giscard avec la pluie et la goutte au nez. Toutes ces images existent. Donc ça fait partie du boulot que d'être sous la pluie et dans des cérémonies comme n'importe quel élu local. Voilà. Et donc on est souvent à l'extérieur, souvent pour rendre des hommages. Et donc, selon ce qui a imprimé, il ne retenait pas la même chose. Et là, le fait d'avoir ces plans larges, on disait, c'est finalement assez beau, cette île perdue, au sauvage. bout de la lande, tout le monde est mouillé, et finalement, il continue son discours, il affronte. Et donc, il n'était pas ridicule, alors qu'en France, on a retenu cela. Ce qui est intéressant, parce que cette image, effectivement, comme vous avez dit, a imprimé dans l'esprit des gens un président qui voulait être normal et qui finalement en est devenu là ridicule. Au début de votre ouvrage, Jean-Claude Monod, vous dites finalement, il est presque naturel d'avoir envie d'avoir un chef qui soit surnaturel, qui surplombe, et que c'est difficile en fait de trouver un équilibre entre une représentation soit horizontale et une représentation verticale. Finalement, un président normal, ça ne tient pas. C'était une question, moi je trouvais que c'était intéressant, candidat normal, pendant la campagne le de paradoxe François Hollande, interpelle. c'était même par contraste, je pense, intéressant. Après, président normal, c'est très difficile avec cette structure de la Ve République qui a été conçue justement pour un personnage qui n'est pas normal, enfin, qui est doté d'un pouvoir extraordinaire et où il y a une sorte de charisme de la fonction qui est attendu par la fonction, justement. Mais effectivement, je trouve que ce qu'on voit très bien avec cet épisode, c'est qu'une image est reçue aussi, évidemment, en fonction d'un contexte, et que sa symbolique, du coup, échappe aussi à ceux qui la font. Au fond, là, c'était un contexte presque où elle faisait métaphore, sans qu'on n'y puisse rien, c'est-à-dire c'était le président au milieu de la tourmente, de la bourrasque, mais qui n'est pas foutu de trouver un parapluie. C'est-à-dire, évidemment, il aurait très bien pu avoir un parapluie, c'est ce que dit, je crois, d'ailleurs, le conseiller ensuite aux journalistes. Il est obligé d'expliquer aux journalistes que le président est capable d'avoir un parapluie, de trouver un parapluie. Mais ce qui est justement catastrophique, parce qu'on se dit, s'il est obligé d'expliquer, c'est que la symbolique, peut-être que François Hollande a cru pouvoir faire passer de quelqu'un qui affronte la bourrasque, qui affronte les éléments et qui est au fond en empathie avec son public, est complètement distordu et reçu comme au contraire celle d'une sorte de personnage perdu, incapable de se protéger contre des attaques, contre son gouvernement qui est en train de se déliter, contre son ex qui est en train de l'attaquer, etc. Et donc cette non-maîtrise
était comme figuré, du coup, une espèce de métaphore catastrophique. Donc je trouve c'est intéressant parce que ça montre effectivement à quel point l'image, même à une époque où il y a tous ces conseillers en communication, où tout ça a l'air très verrouillé, la symbolique échappe, alors aussi sûrement pour les raisons qu'a dit Yves Geland, avec l'image en continu, avec le fait que peut-être qu'ils n'ont pas le temps d'ailleurs vraiment de réfléchir à la symbolique, de la maîtriser, et que les images partent trop vite pour... Oui, jusqu'où, qui a le contrôle finalement oui. sur les images si François Hollande lui-même ne maîtrisait pas les éléments à ce moment-là, C'est Jupiter qui, voilà. qui a le contrôle. Les éléments, évidemment. c'est Jupiter qui les contrôle. Et, mais je pense vraiment que c'est la BFMisation de la vie politique. C'est cette image-là qui reste. C'est-à-dire que si, pour rendre compte de cette journée sur l'île de Sein, il y avait eu le peintre qui a peint le serment du jeu de paume ou le sacre de Napoléon, l'image, le tableau aurait été magnifique, mais magnifique. Il aurait retiré les lunettes au président, il aurait mis, voilà, on aurait eu la pluie. Il aurait lissé finalement. Alors non, peut-être qu'il en aurait rajouté. Non, il aurait mis un ciel orageux dans l'affrontement des éléments. Ça aurait été un truc magnifique. Alors, mais c'est pas, voilà, et donc chaque fois, et puis il y a à la fois où on place la caméra, la valeur du plan, et puis comment c'est reçu au moment où c'est reçu. C'est reçu au moment où le gouvernement démissionne. Donc quoi qu'il arrive, tout est vu à l'aune ou par le prisme d'une séquence politique qui est catastrophique pour le président, où sa majorité se délite, où Montebourg s'en va, il va être remplacé par Macron. Benoît Hamon également. Benoît Hamon s'en va, etc. Aurélie Filippetti également. Et donc forcément, c'est la séquence qui précède qui fait que ça va être lu de telle façon. Et pour ça, on n'y peut pas grand-chose. Mais alors, justement, la question que j'aimerais vous poser, Yves Geland, c'est comment on fait pour filmer un président qui se veut normal, qui est en pleine tourmente, pour se distinguer à la fois de ce que vous appelez la BFMisation des images, mais qui n'est pas non plus, et vous ne voulez pas non plus faire des images comme le peintre David et célébrer à tout prix François Hollande qui se bat contre les éléments. Et vous devez aussi avoir en tête l'idée que ces images, elles vont être interprétées et vous échapper, et être reçues à un moment donné qui sera sûrement déconnecté de ce moment-là. Alors comment, à partir de ce moment-là, on peut poser sa caméra ? D'abord, ce qui me différencie, c'est le temps, encore une fois. Donc pas la météo cette fois-ci, mais le temps de montage. De surtout, parfois, avoir un petit bras de fer avec le diffuseur qui... moi, je tourne donc fin juillet-août 2014 jusqu'à mars 2015. Et donc, ça englobe la période des attentats de janvier 2015. La manifestation du 11 janvier, à ce moment-là, France Télévisions veut qu'on diffuse le film tout de suite. Il me dit « Ah, mais tu étais avec le président au moment de Charlie Hebdo ». Donc, ils étaient obnubilés par ça. Donc, parce qu'ils ont une espèce de culture de l'instantané, Et je dis justement parce qu'il y a ça, il faut attendre plus longtemps. Et bizarrement, dans le film, aujourd'hui, on me parle de tout sauf de la période des attentats, qui est un tiers du film, peut-être. Et donc, c'est ensuite, évidemment, qu'il y a des choses qui nous échappent. Parce que je laisse une liberté aux spectateurs. Et ça me plaît beaucoup. Et d'ailleurs, le film, aujourd'hui, quand il est rediffusé, les gens ne réagissent plus du tout aux mêmes séquences. Ils s'amusent beaucoup de la nomination de Macron et de Hollande. Oui, c'est assez frappant. Voilà. Alors qu'avant, on m'en parlait pas du tout. On voit Gaspard Ganzer qui fait yes au moment de la nomination d'Emmanuel Macron. On lui dit il a toute la confiance du président, etc. Donc on voit la création de ce monstre politique qui va leur échapper. Mais c'est vrai que moi, je m'aperçois à chaque fois, et c'est le cas avec François Hollande comme avec Georges Frêche, combien, que ce soit pour la télévision ou pour le cinéma, les réactions des spectateurs ou des téléspectateurs sont contradictoires. Et ça me plaît beaucoup. C'est pas que j'ai pas choisi, parce que le documentaire est par essence subjectif. Et donc il y a un parti pris à chaque moment dans le choix des cadres, etc. Mais de ne pas imposer aussi mon point de vue. Enfin, c'est quelque chose que je rabâche beaucoup. Mais je n'aime pas que ma subjectivité soit...
soit surligné avec du stabilo, quoi. C'est-à-dire tout est la question de distance, la distance entre le filmeur et le filmé, entre le président de la République, en l'occurrence le protagoniste et moi, mais aussi la distance qu'on va laisser entre le film et le spectateur. Et donc les gens y voient des choses différentes. Et ça, c'est systématique. Et pour ce film-là, ça a été également le cas, avec des gens qui me disaient grâce à toi, Hollande va être réélu, et d'autres qui pensaient que c'était dévastateur pour le chef de l'État. Ils avaient vu le même film, mais ils n'avaient pas vu le même film. Alors, je vous propose de voir une autre personnalité politique que vous avez filmée aussi, Yves Geland. Vous avez parlé de monstres politiques. Alors là, c'est un ogre qu'on va voir. C'est l'extrait numéro 7. C'est un montage d'extrait. Un montage d'extrait. Ah, ben voilà. C'est le bon fait les couilles. Je vais te lécher l'oreille un peu. Et vous avez vu? Terrine de chevreuil. Et regardez ça. Hein? Vous avez ça à Paris? Vous voulez rester statique sur des positions qu'on n'arrivera pas à défendre. On n'arrivera pas à les défendre. On va se faire prendre des deux côtés. Vous allez être ringardisés, ils vont vous dire que vous faites l'apologie de Mao et de Lénine, etc. Ah, c'est bien, ouais. Super bien. Moi, j'ai un copain qui disait ça dans la rue à Paris. Il disait, voulez-vous coucher avec moi? Il prenait 7 baffes, il y en a 2 qui lui disaient oui. Pourquoi pas, et une qui disait oui. Et il le faisait tous les jours. Moi et mon cousin qui est mort, on avait un coup terrible. On remontait les Champs-Élysées en scooter avec des boules de pétanque. Et on prenait les filles qui étaient dans des décapotables, on leur disait, vous venez faire une pétanque pour au bois. la religion n'interdit pas. Et il y en avait une sur 10 qui disait oui. Après, on se l'a tapé. Il est obligé de dire oui, tu sais. Donc ça veut dire que maintenant, vous allez prendre la plume pour réécrire ce qui est capable d'être le socialisme de demain. Une réécriture du socialisme. Et vous en êtes capable. Moi, je vous propose une glace à Palavas. Je me souviens de cette réunion. Vous nous avez dit attention à la Attention. Encore. Je vais vous faire manger un truc que vous ne savez pas ce que c'est. Une croustade aux pommes de Saint-Giron. Attends, je goûte, hein. Non. C'est délicieux. Bon appétit. Elle est bonne. Ça me rappelle mon enfance. Mon enfance, c'était les croquettes de volaille. C'est bon, cette croustade. Ça dégage. Bon, alors, c'est un montage d'extrait, Yves Geland, mais on a l'impression que Georges Frêche passe son temps à manger. Et ce qui est intéressant dans ces différents extraits, c'est que on entend les gens parler autour de lui de stratégie, de socialisme, ou le regarder. Puis à un moment donné, les gens, de toute façon, il y a une déconnexion entre le corps de Georges Frêche, il passe son temps à manger, et le reste du monde qui s'agite, mais il ne le voit plus du tout. C'est assez frappant comme corps en action, comme corps d'un homme politique. Non, il passe pas son temps à manger, c'est un montage. Donc j'ai pris les moments où il mangeait, donc voilà. Donc je peux l'avoir passé son temps à parler ou à rien dire. Donc le principe du montage, c'est qu'il passe pas du tout son temps à manger. Mais ce qui m'intéressait, c'est comment il mangeait et quand il mangeait, et le rapport qu'il entretient effectivement avec la nourriture. Et là, ce sont des extraits à la fois, parfois certains sont des extraits du film, et d'autres sont des rushs. Hein, donc j'ai cherché un peu dans les tiroirs de ce que j'avais. Oui, c'est-à-dire que très souvent, quand on filme la politique, on s'intéresse à la parole, aux petites phrases. Il y en a des petites phrases chez Frêche. Il n'y en a pas tant que ça dans mon film. Il y en a, mais pas... Les petites phrases, par définition, ça, c'est caduque, ça s'use. Et
c'est obsolète. C'est-à-dire que les petites phrases, c'est pour le journal du lendemain. Et moi, j'aime bien quand on filme, on puisse le voir 5 ans après, 10 ans plus tard. Là, ça fait maintenant, c'était un tournage en 2010, donc ça fait déjà 7 ans. Et ce qui m'intéresse davantage, c'est les silences. C'est de filmer le corps en mouvement, de filmer le corps de l'ogre, effectivement, et le rapport qu'il a à la nourriture, le rapport qu'il a avec les attributs du pouvoir. C'est pour ça que c'est un grand interprète du pouvoir, un grand acteur, même si jamais il ne cabotinait devant la caméra. Mais ça, c'est un autre sujet. Il ne me calculait pas du tout. Mais il a en revanche ce qui m'intéresse, c'est sa voiture, qui est comme un carrosse, sa canne, là on ne le voit pas marcher, mais il a beaucoup de mal à se déplacer, à se mouvoir. Il a besoin de cette canne, plus d'une épaule également pour avancer, et il engloutit. Et je suis effectivement fasciné par les ogres dans ce qu'ils ont d'effrayant et de sympathique, de détestable et de courageux parfois. Enfin, il y a des ogres. Shrek, c'est un personnage très sympathique, par exemple. Et en même temps, ils dévorent leurs enfants en politique également. Et Fresh a cet énorme ventre. C'est d'ailleurs pas un homme gros, c'est un homme qui a un gros ventre parce qu'il avale. C'est un principe physique. C'est comme ça que sont morts les diplodocus d'ailleurs, parce qu'ils ne pouvaient plus marcher, parce qu'ils n'étaient pas gros, mais ils ne mâchaient pas, ils avalaient tout, et donc ça faisait cet énorme ventre. Et ce qui me plaît aussi, et c'est le pouvoir, c'est-à-dire effectivement, c'est le souverain du Languedoc, parce qu'il mange en public, et c'est le seul à manger la plupart du temps. Et c'est ça qui me plaît. Le pouvoir s'incarne, c'est-à-dire qu'on assiste au festin du roi. Il n'y a pas de distinction entre le corps du roi et le corps temporel, le corps et la fonction j'irai pas si loin. Du corps. Il y a quelque chose, en fait, il y a une connexion entre le fait qu'il y ait ce corps glouton et la soif du pouvoir. Les deux semble assez frappant, et puis en même temps effectivement il y a cette fusion en un corps, une incarnation du pouvoir qui est celle d'un corps qui vit mais qui incarne aussi une fonction politique qui semble parfois intemporelle et au-delà du commun des mortels. Oui, c'est ça ce qui est assez surprenant dans cet extrait, enfin dans ce montage, c'est que bon, le corps, vraiment dans sa dimension la plus physique et la plus gloutonne, disons, prend toute la place, et alors qu'en général en politique, le corps est présent, mais quand même mis à distance dans ces fonctions-là, dans ces dimensions-là. Et même si certains hommes politiques jouent effectivement de cette dimension aussi pour, notamment au plan, je pense, régional, je pense que ce n'est pas un hasard si c'est un dirigeant vraiment surtout régional. Par exemple, bon, Chirac est devenu un dirigeant national, mais il y a ce côté aussi, disons, de proximité, de bon vivant, où on montre qu'on aime la bonne chair, qu'on aime aussi les vaches, qu'on aime dans les pommes, etc. Donc, je pense que c'est une dimension qui rapproche et qui rend sympathique et qui rend... enfin, là, peut-être pas, parce que là, il y a un excès. Je pense qu'il y a un côté, je ne sais pas si c'est Falstaff ou un personnage comme ça qui déborde. Et je pense que pour un homme politique, malgré tout, il y a un moment où ça vous bloque, c'est-à-dire il y a un moment où si vous montrez trop la jouissance du pouvoir et que vous avez une espèce de débordement, ça se retourne comme un moment, je pense, contre vous. Mais peut-être de moins en moins, je ne sais pas. Il y a, en un sens, Trump aussi, quelqu'un qui montre la jouissance du pouvoir d'une autre façon. Et ça n'est plus du tout rédhibitoire, alors que ça l'a quand même peut-être été. Je pense qu'il y a eu un moment où on avait un peu plutôt cette vision héritée de la théologie politique médiévale, où il y avait quand même le corps sacré, politique, le corps du roi, et puis le corps physique qui est autre chose, voilà, qui doit quand même se conformer à une certaine hauteur, une certaine aussi certaine harmonie des lignes aussi, une certaine maîtrise de soi. Là, on a l'impression que la maîtrise de soi disparaît, et bon, dans la tradition occidentale, politique et philosophique, il y a quand même parfois un lien qui est fait entre la maîtrise de soi et la capacité à maîtriser la chose publique. Depuis Platon, c'est un thème. Voilà, cette maîtrise de soi qui peut aussi ensuite se retrouver dans la maîtrise de ses passions et de la capacité à ne pas être justement complètement pris dans un appétit de pouvoir pour le pouvoir. D'ailleurs, on parle d'appétit de pouvoir, enfin, il y a tout ce vocabulaire. De soif du pouvoir. Et là, évidemment, ça devient trop littéral, je pense, avec Fresh, même si, bon, du coup, ça a été un personnage aussi. Est-ce que c'est le... Mais c'est-à-dire que c'est une personnalité politique, finalement. En fait, si on attend d'un chef qu'il soit charismatique, là, on a quelque chose qui se fait tout de suite parce qu'on s'y retrouve
retrouve, on s'y reconnaît. Je ne sais pas si cette gloutonnerie peut être au principe d'une adhésion, d'une en tout cas d'une sympathie. D'un groupe, d'une sympathie peut-être, mais je pense que pour susciter une adhésion d'un groupe de partisans, etc., là, ça me semble quand même un peu limité. Mais bon, si, il y a une séduction, non? Si, quand même. Je pense qu'il faut avoir bon appétit. Enfin, peut-être que c'est quelque. Moi, je suis originaire du Languedoc, comme Georges Frêche, et peut-être que voilà, on dit. Enfin, je sais pas. C'est pas forcément dans le sud que des comme ça, mais c'est toujours resserre-toi. C'est un signe de bonne santé. C'est vraiment. Je pense que c'est un problème pour Nicolas Sarkozy que cet homme-là, qui est quand même arrivé à être président de la République, ne boit pas une goutte d'alcool. Être président de la République française sans boire une goutte d'alcool. Vous voulez dire, par rapport aux conventions, c'est très difficile de refuser, parce qu'on est aussi un pays de vin et de la popularité culture de Chirac, c'est qu'il engloutissait aussi, c'est qu'il mangeait, qu'il avait un bon coup de fourchette. Sarkozy ne boit pas de goutte d'alcool. Oui. On s'inscrit dans le terroir, dans le territoire. C'est ça, c'est le côté. Vous en avez des comme ça à Paris en montrant une énorme saucisse. C'est ça, c'est comme ça qu'il fait des voix aussi, évidemment. Et moi, soit j'étais le Carcassonnais, soit j'étais le Parisien. Et là, pour une fois, il s'adresse à moi quand je le filme. C'est le début du tournage, donc il sait que je vis à Paris. Donc là, il y a. Mais d'ailleurs, c'est un extrait des rushs et pas du film, ça. Mais bien sûr que ça participe de la popularité. Sarkozy, il a fait supprimer à l'Élysée le fromage. Dire que ça prenait trop de temps. C'est vraiment pas populaire, ça. Hollande aime énormément manger. Et il a fait un effort pendant la campagne, mais dès qu'il a été élu, il s'y est remis. Et il a fait bien sûr rétablir le fromage à l'Élysée. Et ça fait partie. Oui, ensuite, je pense que c'est aussi la dernière campagne de Georges Frêche. Il y avait aussi un laisser-aller. Il meurt fin 2010. Il meurt avant la sortie du film. Et il y a une sorte d'ennui et de parce dépenses. Il sait que c'est sa dernière campagne, donc il a à un moment des coups de blues parce qu'il a fait je sais pas combien de dizaines d'élections entre les cantonales, les législatives, les régionales, il a les municipales évidemment à Montpellier. Et là, je pense qu'il y a une compensation et qui mange beaucoup, comme on le verra peut-être tout à l'heure, Philippe Séguin, qui lui buvait beaucoup et mangeait également. Et sur la campagne des municipales à Paris, a pris 30 kilos en un an, quoi. Et il y a ça aussi en campagne. En général, les campagnes font grossir ou beaucoup maigrir. Et tout à l'heure, Jean-Claude Monod a parlé de Falstaff. Moi, ce qui me marque aussi, c'est le plaisir que j'ai à filmer des hommes politiques ou même pas forcément des hommes politiques, mais des protagonistes, c'est quand ils nous renvoient à des personnages de fiction. C'est-à-dire que quand on va... Ça me fascine toujours. Quand on va au cinéma et qu'on est ému au cinéma et qu'on va voir un film de fiction, c'est que l'émotion vient parfois du fait que on s'identifie à un personnage, ou on reconnaît sa mère, son voisin, son frère, quelqu'un qui nous est proche, qui nous est cher. Et parfois, quand on peut être bouleversé par un film, on a presque envie d'appeler le scénariste ou le réalisateur en lui disant, mais de demander des droits d'auteur, en disant mais comment il sait tout ça sur moi? C'est-à-dire que tout d'un coup, ça vous renvoie à votre vie, ça vous renvoie au réel, le vôtre ou de personnages proches. Et là, on filme le réel, et le réel nous renvoie à des personnages de fiction. Et Frêche est formidable pour ça. Il nous renvoie à Pagnol, il nous renvoie à Rabelais, il nous renvoie à Shakespeare, il nous renvoie à Coppola, il nous renvoie à tout un tas de personnages de fiction d'hier ou d'aujourd'hui. Et il y a cet imaginaire, et l'ogre en plus en rajoute, qui fait que je suis toujours très heureux quand j'arrive à faire en sorte que ce n'est pas un film sur Georges Frêche, mais c'est un film avec Georges Frêche, qu'il est interprète d'autres choses. Et quand il peut incarner le pouvoir, et c'est souvent un malentendu en disant mais est-ce que tu as bien traité le sujet? Non, jamais dans un documentaire on ne doit traiter d'un sujet, on doit raconter une histoire. Et on raconte une histoire en filmant certes le réel, mais avec d'une certaine façon l'imaginaire ou les instruments, même dans le montage, de la fiction. Alors je vous propose de regarder un personnage, de regarder une fiction avec un personnage inspiré de la réalité, plus qu'inspiré, bien réel. C'est l'extrait numéro 3.
then Negroes in those states are slaves, hence property, hence my war powers allow me to confiscate them as such, so I confiscate them. But if I'm a respecter of states' laws, how then can I legally free them with my proclamation as I done? Unless I'm canceling states' laws. I felt the war demanded it. My oath demanded it. I felt right with myself, and I hoped it was legal to do it. I'm hoping still. 2 years ago, I proclaimed these people emancipated, then, thenceforward, and forever free. Well, let's say the courts decide I had no authority to do it. They might well decide that. Say there's no amendment abolishing slavery. Says after the war, and I can no longer use my war powers to just ignore the court's decisions like I sometimes felt I had to do. Might those people I freed be ordered back into slavery? That's why I'd like to get the 13th Amendment through the House and on its way to ratification by the states, wrap the whole slavery thing up forever and aye as soon as I'm able. Now, end of this month. And I'd like you to stand behind me like my cabinet's most always done. Alors c'est un extrait que vous avez proposé, Jean-Claude Monod. C'est un extrait de Lincoln, le film de Steven Spielberg qui date de 2012. Donc on y voit dans ce film le combat de Lincoln pour faire passer ce 13e amendement donc, de la Constitution américaine qui abolit l'esclavage. C'est quelques mois avant sa mort. Et alors là, on est à l'inverse, pas à l'inverse, mais en tout cas d'une représentation complètement différente du pouvoir. Là, c'est la raison qui parle, ce n'est pas le côté excessif et glouton de Georges Frêche. C'est quelque chose de très rationnel. On parle de loi et on essaye de trouver des stratégies pour contourner la loi. Oui, c'est ça. Je trouve que c'est un film, un extrait intéressant parce qu'on voit, bon, d'une part, c'était pour donner aussi une représentation du pouvoir justement comme capacité d'agir qui peut avoir aussi des effets positifs, hein, parce que évidemment on peut avoir une vision extrêmement pessimiste et négative du pouvoir, mais il y a certains moments historiques où quelqu'un peut se saisir d'une situation et faire passer des changements dans la loi absolument considérables, comme ici l'abolition de l'esclavage. Mais en même temps, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit vraiment quelque chose de politique, c'est-à-dire, bon, Lincoln est cette formation d'avocat, donc il y a un raisonnement extrêmement complexe, hein, qui est difficile à suivre d'ailleurs, mais où on voit que toute la question, c'est quand même de profiter de ces circonstances exceptionnelles pour faire quelque chose qui est à la limite de la légalité, où il dit « j'espère que c'est légal ». Je pense que c'est juste. J'espère que c'est légal, je pense que c'est juste. Et c'est comme ça qu'il peut faire passer l'amendement, c'est-à-dire en profitant de circonstances exceptionnelles où il a pu prendre une mesure provisoire, et c'est ce qu'il appelle sa proclamation, la proclamation par laquelle les esclaves, du coup, étaient temporairement libérés. Mais en fait, il n'avait pas tout à fait le droit de le faire, sans doute, si on s'en tient à un strict respect du droit. Et donc, on voit que le droit, la politique n'est pas exactement le droit, la politique n'est pas exactement la morale non plus, parce qu'il est à la limite, et à la fin de la scène, qui continue un peu, il y a un de ses membres du cabinet qui dit « mais au fond, qu'est-ce qui vous empêcherait finalement, vous êtes bien peut-être le dictateur que disent vos opposants ». Et il dit, il y a une chose qui m'en empêche, c'est quand même le peuple, il m'a réélu après cette décision. Donc, il y a quand même une limite, évidemment, à ce jeu. Mais il y a une marge de jeu et il y a une intelligence politique dans cette marge de jeu. Et je trouve que ce film le montre très bien. Aussi après, lorsqu'il utilise des moyens qui sont au bord de la corruption d'élus pour faire passer cet amendement absolument décisif parce que finalement, donc, dans l'histoire américaine, il y a cette constitution qui a très peu changé, mais il y a ces moments quasi constituants, enfin qui sont des changements considérables, comme l'amendement qui abolit l'esclavage et qui ont impliqué comme ça de saisir des circonstances exceptionnelles. Et donc j'ai trouvé que c'était aussi un beau moment sur l'intelligence politique.
Vous parliez, Yves Joland, du rapport entre réalité et fiction. On a là un personnage historique. Alors jusqu'ici, on a vu des hommes politiques dans vos documentaires, Emmanuel Macron et sa marche vers le pouvoir. On a vu des représentations qui semblent très réalistes, qui sont très réalistes de Napoléon et du serment du jeu de paume. Et puis là, on a une fiction qui se réapproprie un moment de l'histoire, un réalisateur. Moi, ce que j'ai trouvé intéressant dans ce moment-là, c'est cette mise en scène où effectivement la caméra s'avance vers Lincoln pour être complètement fascinée par ce personnage qui devient peut-être même un chef un petit peu tyrannique. On se demande s'il ne va pas retourner la loi contre elle-même. Et puis tout à coup, il se retourne vers son cabinet et puis il demande en fait non pas un dialogue, il provoque non pas le dialogue, mais il veut leur adhésion à tout prix. Et là, on a un personnage de chef qui est complètement, pas fabriqué, mais du moins qui est fabriqué par cette mise en scène-là. Oui, et par la manière de filmer, évidemment, oui, il y a ce long travelling avant. Il aurait presque pu faire la séquence avec un plan séquence, même si le contre-champ à la Gavin, fin vous avez dit fatigant, usant, c'est-à-dire trop long. Non, je connais pas la séquence entière parce que visiblement il y en a avant. J'ai jamais vu ce film. D'ailleurs, je suis d'abord bluffé par la capacité qu'ont souvent les Américains, mais pas que, à être le Daniel Day-Lewis, pourtant c'est un comédien dont on connaît le visage, mais là c'est Lincoln à un point. Mais c'est bluffant. C'est vraiment très troublant de voir la statue. Lincoln n'en a jamais vu qu'en statue ou en photographie noir et blanc, s'animer d'une certaine façon. Donc c'est renforcé effectivement par la position dans la salle et par l'autorité naturelle à la fois de cet homme politique et de l'acteur. Et donc il y a et puis par le fait que c'est le seul qui parle également. Donc oui, il y a. Moi, c'est toujours intéressant de voir, mais avec la distance, ça permet plus de liberté. Il y a un dialoguiste, il y a un scénariste, donc il a mis des mots dans la bouche de Lincoln. Alors certes, avec une kyrielle d'historiens ou de conseillers qui ont dû vérifier tout cela, mais ça permet plus de liberté. Et on a toujours de la difficulté à passer du réel à la fiction quand c'est aujourd'hui. C'est souvent rarement convaincant. Ou alors il faut s'en éloigner et ne pas jouer des vrais hommes politiques d'aujourd'hui où ça n'inspirait seulement ne pas les imiter. C'est le cas, par exemple, du film de Pierre Scheller, L'exercice de l'État, où c'est un ministre et c'est pas un ministre connu, mais quand dont on aurait pu passer un extrait d'ailleurs, car il est extrêmement... Oui. C'est pour moi un des films sur la politique en France qui m'intéresse le plus, qui est le plus fécond, le plus... Et c'est beaucoup plus difficile quand on essaye, comme dans le film La Conquête de Xavier Duringer, avec le scénario de Patrick Rothman, où tout ce qui est dit est vrai, est vrai. C'est la conquête du pouvoir par Nicolas Sarkozy, c'est ça? Oui, c'est ça, la conquête, c'est ça. Avec, dans le rôle de Sarkozy, Denis Podalides. Et il fait ça très bien. Et on met des mots dans sa bouche qui ont été récupérés aux meilleures sources. Enfin, les meilleures sources, depuis... Le Canard enchaîné, des fois, raconte un peu n'importe quoi aussi. Mais pourtant, ça m'intéresse moins, bizarrement. Parce qu'il n'y a peut-être pas la distance, et que c'est souvent ce sont des petites phrases qui, encore une fois, j'en parlais, deviennent très vite pas anodines, mais je trouve pas l'adjectif, mais trivial. Oui, non, c'est pas le mot que je cherchais non plus, mais c'est anecdotique. Alors justement, vous parliez de ce rapport, on parlait de réalité et fiction et du fait que ce soit beaucoup moins intéressant quand c'est un événement contemporain. Il y a un autre extrait que vous avez proposé, Jean-Claude Monod, qui est fortement inspiré de la réalité. C'est l'extrait numéro 4, c'est un extrait de L'ivresse du pouvoir de Claude Chabrol qui donc s'inspire d'Eva Joly et de l'affaire Elf. Bon, qu'est-ce que vous voulez? Ah, mais ça, je peux vous le dire.
procéder à votre mise en examen pour abus de biens sociaux, abus de confiance, présentation de compte inexact, et j'en passe, en attendant votre avocat. Ça vous convient? Vous êtes le numéro 1 du groupe, monsieur le président. Alors c'est normal, vous ouvrez le bal. Et puis après, j'interrogerai le numéro 2, puis le numéro 3, puis ainsi de suite. Mais qu'est-ce qui vous arrive? J'ai une maladie de peau, j'ai besoin de médicaments. Oui. Maître Parlebas, bonjour. Bonjour, madame le juge. Vous m'avez prévenu un peu tard. Bah, vous êtes là, c'est essentiel. Hein. Asseyez-vous, je vous en prie. Je ne tiendrai pas sans médicaments. Mon client a besoin de médicaments. J'ai entendu. Il sera examiné par un médecin à la maison d'arrêt. Comme c'est la règle. J'ai même pas eu le temps de prendre connaissance du dossier. Ah ben ça tombe bien, vous avez toute l'après-midi pour vous mettre au courant. Et vous avez vu le nombre de pages? Ah ben votre client m'a donné beaucoup de travail, vous savez. Bon, et ben moi j'ai fini pour aujourd'hui. Comme ça, vous avez tout le temps pour vous mettre au courant. Votre gant. J'ai vu, merci. Alors on se voit demain? Je vais passer la nuit en prison. Ah mais je vous l'ai dit, c'est pas de mon fait. Mais c'est une expérience. Et puis vous serez chez les VIP. Oh bah bravo. Vous préjugez de rien. Je cherche à se faire un nom, elle veut être dans les journaux. Vous pourriez trouver autre chose. Benoît, vous faites le nécessaire. À demain. Bien, madame le juge. À demain. Alors, il y a plusieurs choses intéressantes dans cet extrait. Déjà, on parlait avec Lincoln du rapport à la loi. Alors là, on a le juge Jeanne Charmant-Killman qui est fortement inspiré d'Eva Joly, qui s'affronte au pouvoir industriel, qui lui-même est lié au pouvoir politique. Donc là, on a déjà un pouvoir qui dépasse largement la sphère politique. Et puis, il y a aussi le fait que ce soit une femme qui reçoive des hommes dans son bureau à elle et qui dicte la temporalité, qui parle à quel moment, comment. Elle ne regarde même pas sa montre, ça ne l'intéresse pas. Et puis l'autre chose, c'est elle cherche à se faire un nom. Et elle a déjà un nom, Charmant-Killman. Et l'avocat s'appelle Maître Parlebas. Oui, donc là, c'est des... On dirait même presque une farce, des cet éléments extrait. de farce du film, oui, de Chabrol, qui aime bien, comme ça, évidemment, faire des blagues. Donc, oui, Killman, bon, il y a ce côté tueuse qu'il a voulu donner au personnage. Mais effectivement, moi, ça m'intéressait pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est une femme, et pour l'instant, elles sont notoirement absentes des extraits qu'on a montrés. C'est évidemment pas un hasard, parce que le pouvoir, on l'associe au pouvoir masculin, viril, y compris quand David peignait les corps des députés, il s'est inspiré de corps nus à l'antique. Donc il y a ce modèle antique romain, le serment des Horaces d'ailleurs. Donc tout ce modèle viril du citoyen soldat et du dirigeant qui est naturellement un homme. Et donc là, évidemment, on vit des décennies de transformation de ce point de vue-là, avec l'arrivée de femmes à des postes de pouvoir. Et bon, le film est assez ambigu là-dessus, je pense, parce que il montre cette femme qui est d'un côté très courageuse, hein, qui affronte des pouvoirs considérables, politiques, économiques, etc., et des menaces tout à fait directes et des pressions tout à fait directes. Et en même temps, elle est hospitalisée, on le voit dans le film. Elle est hospitalisée, on essaye de trafiquer sa voiture, etc. Bon, ça, je ne sais pas dans quelle mesure ça correspond à des éléments réels qui ont concerné Eva Joly. Mais donc, il y a ce courage et en même temps cette froideur, qui est souvent associée à Isabelle Huppert, d'ailleurs, cette dureté, et ce plaisir peut-être d'imposer son pouvoir à des personnages extrêmement puissants, parce qu'évidemment, celui que joue Berléand ici, c'est le chef du groupe, d'un énorme groupe, et donc elle affronte des personnages extrêmement puissants avec cette tension entre le monde judiciaire et le monde économique qui fait qu'il y a vraiment un affrontement et une possibilité pour cette femme de tirer son épingle du jeu et de casser aussi ce qui pourrait la ramener à un statut, justement, disons, de femme qu'on peut traiter un peu à la légère. Je pense que le gant est intéressant pour ça, le gant qui tombe. Oui, il y a le gant rouge qui tombe à la fin. Elle casse la possibilité de
traité ça sur le mode de la galanterie, je vais vous ramasser votre gant, et ça. Elle dit tout de suite, oui, j'ai vu, merci. Bon, le gant rouge, en plus, je me demande s'il n'y a pas quelque chose d'un peu de la tenue du bourreau, mais c'est peut-être trop interprété. Je pense que Chabrol veut aussi accentuer cette dimension de presque de cruauté du juge. Et il y a ce moment dans le film où elle dit que... où elle se demande si le juge d'instruction est le personnage le plus puissant de France. C'est une question qui apparaît dans le film. Et donc, voilà, pour ça, je trouvais que c'était intéressant parce que ça montre un déplacement des lignes, un affrontement aujourd'hui qui est important entre différents pouvoirs, et le fait qu'en même temps, il y a une perception, même par Chabrol lui-même, assez ambivalente, j'ai l'impression, de cette affirmation d'un pouvoir des femmes. Je ne sais pas si Chabrol était un cinéaste très féministe, je ne sais pas, il faudrait regarder ça. Mais en tout cas, dans le film, et d'ailleurs Eva Joly n'a pas du tout aimé le film. Oui, j'ai vu ça en regardant des articles. Elle dit qu'elle a, bon, parce qu'elle n'est pas dépeinte de façon sympathique. Et aussi, elle estimait d'ailleurs que la représentation des délits qui sont montrés dans le film était justement un peu farcesque, alors que c'est des choses en un sens très grave, enfin des détournements énormes d'argent public, etc. Donc, c'est vrai que le côté farce, éventuellement, ne rend pas compte des enjeux, et peut-être que Chabrol était relativement ambivalent face à cette figure d'un pouvoir féminin, dur, et qui s'affronte comme ça, assez notable, qu'il avait beaucoup peint de manière à la fois ironique et parfois un peu empathique. Ce qui est frappant dans cet extrait aussi, je trouve, c'est... alors, on a eu 2 extraits qui n'étaient pas drôles du tout. C'est Emmanuel Macron, sauf à le prendre sauf si on regarde les semelles d'Emmanuel Macron. Et Lincoln, où c'est un moment très grave d'explication de la loi. Qui est encadré par des blagues dans l'extrait. Exactement, c'est vrai. Avec la paresse d'ailleurs du pasteur. Il encadre d'ailleurs dans le film en général. Lincoln fait beaucoup usage d'humour. Là, ça n'apparaissait pas dans l'extrait. Enfin, si, un petit peu à la fin. Mais il désarçonne d'ailleurs son public toujours. C'est ça, je crois que c'est inspiré effectivement d'une stratégie de Lincoln, aussi une stratégie d'avocat, peut-être de faire des blagues d'ailleurs qui semblent complètement hors de propos. Après, on s'aperçoit qu'il y a un rapport. Mais bon, ça, c'est des stratégies complexes d'un homme politique assez fin. Et il y a cette dimension de l'humour qu'on n'a pas encore, qu'on commence à aborder, qui est intéressant parce que dans cet extrait de l'ivresse du pouvoir, alors il y a la mise en scène de Chabrol qui est extrêmement, qui rend la chose ironique. Les faits réels ne devaient pas l'être pour autant. Mais moi, j'ai vu dans cet affrontement une sorte de farce et de duel un peu carnavalesque, c'est-à-dire un peu ridicule, un peu bouffonnesque, enfin je ne sais pas quel terme conviendrait le mieux, et j'y ai vu un lien avec un autre extrait que vous avez proposé, Yves Joland. Alors peut-être que vous voulez commenter celui-ci avant. Moi j'y ai vu vous avez proposé un autre extrait qui est aussi un dialogue entre 2 personnes, pas sur le mode du duel, mais qui devient comique malgré eux. C'est entre Philippe Séguin et Édouard Balladur. Alors, est-ce que vous voulez qu'on laisse le public le découvrir et vous pouvez peut-être commenter, ou les deux d'un coup, ou alors est-ce que vous avez déjà des choses à... Non, peut-être oui, juste une entrée en matière sur l'extrait qu'on va voir pour qu'on le comprenne mieux. C'est le premier film où je tiens la caméra. J'ai commencé à filmer fin 1999. Avant, je travaillais... C'est sorti en 2001, c'est ça? Sorti en 2001. Paris à tout prix. C'est un tournage qui a duré 2 ans dans la capitale, sur 2 ans de campagne. Et donc, j'avais la chance d'avoir là toute une galerie de protagonistes, une belle distribution, puisque ça, effectivement, il y avait Balladur, Séguin, que vous allez voir, mais également Jack Lang, Bertrand Delanoë, Jean Tibéri, et mieux que Jean Tibéri, Xavier Tibéri. Il y avait également, j'en oublie, ils étaient très très nombreux. Jack Lang, je l'ai dit. Enfin bon, il y avait des seconds rôles, des premiers rôles. Jacques Toubon, Bernard Bled, Jean-François Probst, Françoise de Panafieux. Et ce qui est le plus intéressant... et là, d'ailleurs, on n'a pas à citer. Là, c'est les Atrides. On n'est plus dans Shakespeare ou dans. C'est les combats à l'intérieur de chaque camp. Donc, c'est beaucoup plus intéressant. Et c'est pour ça que moi, j'étais parti dès 99. C'était plutôt que l'affrontement entre Delanoë et Séguin et Tibéri, puisque c'était un qui match est un affrontement clair plutôt gauche-droite. Oui, même si Tibéri mettait un peu
pagaille là-dedans, mais ce qui m'intéressait vraiment, c'était la dureté, l'âpreté du combat entre Jack Lang et Bertrand Delanoë, et le match à 4 qui était Balladur, Séguin, Tibéri, Panafieux, si ma mémoire est bonne. Et donc finalement, à la fin, ils se sont tous désistés, et l'idée était de, pour les caméras et pour le journal, de montrer des images qui scellaient la réconciliation entre ces deux hommes qu'une primaire avait opposés. Et on voit, malgré les efforts qu'ils font, et donc la mise en scène, c'est une sortie sur un marché dans le 15e, sur les terres du Premier ministre, de l'ex-Premier ministre Édouard Balladur, et d'apparaître et de faire des photos. Et malgré tout ça, on voit vraiment que les deux hommes ne vivent pas sur le même monde. Alors, moi, je regrette juste qu'à l'époque, enfin, si j'avais été un peu moins débutant, j'aurais fait un cadre et je n'aurais jamais bougé. Plutôt que d'essayer, j'ai essayé de découper en faisant des plans coupes, etc., qui ont peut-être leur intérêt, mais je pense qu'il y a un plan qui m'intéresse, et d'une certaine façon, la géographie, c'est-à-dire que peut-être que je le commenterai en même temps, et on montre le film. Et même jusqu'au choix de leur boisson, on voit bien voilà, ces deux hommes qui ne partiront jamais en vacances ensemble. Partie, mais jamais. qui ne vivent pas dans le même monde. Et effectivement, c'est là où on retrouve la dimension un petit peu comique, enfin, dans ce décalage-là et dans cet affrontement, dans cette quête du pouvoir. On va le voir tout de suite, c'est l'extrait donc numéro 8. Si vous voulez peut-être en dire deux mots pendant la projection, oui, comme oui. ça. Oui, parce qu'en fait, le son est mauvais en plus. Donc c'est encore une fois l'image qui m'intéresse plus que le son. Et Séguin ne s'intéresse absolument pas à ce que peut lui dire Édouard Balladur en plus. C'est donc l'extrait numéro 8. Vous venez prendre la commande? Oui, d'accord, je vous remercie. Qu'est-ce que vous prenez? Oui, j'avais au début. Là, regardez déjà la dextérité du Premier ministre et comment il va refermer avec le petit doigt, pas le tabasco, mais le céleri. Le petit doigt toujours en l'air, le langage du corps encore. Voilà, ça c'est formidable. Et là, on me voit d'ailleurs dans le reflet en train de filmer. L'idée de... D'ailleurs, on risque avant la campagne municipale d'avoir une campagne référendaire. Alors ménagez votre souffle et vos efforts. Je peux me permettre de vous donner un conseil. Pour que nous soyons le plus... Voilà, ça c'est le plan qui m'intéresse le plus, parce qu'ils sont tous les deux à l'image. Et on a vraiment l'impression que c'est un duplex, que l'écran est partagé en deux, et qu'il y a, comme on dit en vieux français, un split screen. Et voilà. Là, on retrouve Georges Frêche. Voilà, et donc Philippe Séguin n'en a strictement rien à battre de ce que peut lui dire Balladur, et on voit vraiment jusqu'au reflet de la vitre. Après, c'est le hasard de la manière dont ils sont placés qu'on a vraiment l'impression juste, il y a un moment, il y a une carafe qui se balade de l'un à l'autre, mais voilà, il y en a un qui est au jus de tomate, l'autre au pastis, il y en a un qui mange du saucisson, il y en a un qui finira non. là, il est maigre, c'est le début de sa campagne, donc qui finira tout le saucisson à la fin de la séquence, et évidemment Balladur qui ne touchera pas une seule rondelle de saucisson, parce qu'il sera obligé de la prendre avec les mains, et que dans la séquence précédente, on le voit qu'il y a même un clochard qui va lui demander de l'argent, et il donne l'argent à son porte-serviette, son assistant, qui donne l'argent au clochard. Et donc le langage du corps de Balladur est passionnant. Balladur n'a pas voulu vraiment que je le filme beaucoup, donc je le filmais qu'à l'extérieur, je l'attrapais comme ça sur des marchés. Je l'avais pas dans des réunions ou de stratégie, mais même Balladur sur un marché, c'est formidable. Et de toute façon, il serre les mains en gardant ses gants, systématiquement.
Mais est-ce que vous avez l'idée, Yves Joland, quand vous filmez des hommes politiques, de vous dire qu'ils ont un côté déjà de personnages par eux-mêmes? Bon, alors Georges Frêche, c'est assez frappant, mais même qu'ils sont drôles. Est-ce que parfois vous vous dites ça va être drôle, ça va être réussi, pas pour forcément susciter l'adhésion, mais pour se dire ça c'est une bonne séquence, il se passe quelque chose? Oui, oui, bien sûr. Parfois on s'en rend compte au montage. Parfois, on s'en rend compte au tournage, mais bien sûr que l'humour, même quand il m'est arrivé de raconter des histoires très tristes, dans chacun de mes films, j'essaie que l'humour soit présent. Et quand il s'agit de faire du cinéma direct comme ça, on cherche des protagonistes, on cherche des personnages, et le réel regorge de grands interprètes. Et on pense évidemment à des acteurs. Je le disais tout à l'heure, c'est que j'imagine la gourmandise qu'a dû avoir Chabrol en train de dire qui pour interpréter Eva Joly, qui pour interpréter Loïc Le Floch-Prigent. Et moi, parfois, je me dis, mais qui pour interpréter Georges Frêche? C'est évidemment Depardieu. Qui pour interpréter Gaspard Ganzer? Qui pour interpréter Jean-Pierre Jouyet? Jean-Pierre Jouyet, je pensais sans arrêt à Jacques Tati. Bon, voilà, il y a plusieurs registres. C'est un très bon choix que d'avoir choisi Michel Bouquet pour François Mitterrand. Pour Gaspard Ganzer, ça aurait été Romain Duris. Mais vraiment, je pense à ça. Et bien sûr, chacun a un registre plus ou moins comique, plus ou moins tragique. Le tout bien sûr, on filme la politique. Alors le danger, c'est de dire, on se fout de la gueule d'eux. Donc moi, je fais en sorte de pas non plus trahir la personne ou rire à ses dépens. C'est parfois, mais ça c'est aussi la responsabilité du spectateur. Parfois on rit avec eux, parfois on rit contre eux. Parfois on rit jaune, parfois on rit rouge, parfois on rit vert. Mais le rire en fait partie. Là, je pense que sur cette séquence, oui, j'ai conscience. Peut-être que c'est au montage, je me rappelle plus. C'est un peu trop ancien. Où tout d'un coup, on se rend compte que la caméra, le cadre, a un effet loupe. C'est peut-être au montage d'ailleurs, parce que là. Cette séquence, il y avait d'autres caméras, il y avait des photographes. Ils n'ont pas ramené... Ils s'intéressaient... Ils n'ont pas... Très souvent, ils filment... surtout à cette époque-là, j'étais quasiment le seul à avoir une petite caméra. Aujourd'hui, ma caméra a exactement la même taille qu'en 2001, sauf que maintenant, c'est devenu une grosse caméra puisque les gens filment avec leur téléphone mobile. Et ça a changé beaucoup de choses. Mais à l'époque, on filmait, et c'est encore toujours le cas, hein, beaucoup en bêta-cam, c'est-à-dire qu'on filme à l'épaule. Une caméra qui est... Normalement, moi, les caméras avec lesquelles je filme sont à peu près les mêmes que les caméras de Sébastien. Mais quand on filme à l'épaule, c'est qu'on a souvent... Il y a quelque chose de viril déjà. Hein, on en a une plus grosse que l'autre, hein, quand même. Et donc, on filme à l'épaule et on filme debout. Et en filmant debout... Là, par exemple, il y a eu des images qui sont passées aux 20h le soir pour, encore une fois, acter de la réconciliation entre Séguin et Balladur. Et c'est des images où ils étaient écrasés. C'est-à-dire qu'on filmait en plongée. Donc, c'est pas... Évidemment, le pouvoir, c'est très important. On n'a pas parlé quand on filme en contre-plongée ou en plongée. Pour donner de la hauteur ou... Oui, alors là, ils s'en foutent un peu. Il faut ramener des images, on n'a pas le temps. Et puis, c'est comme c'est lourd, on ne va pas s'accroupir. Moi, je filme toujours au même niveau. Donc là, j'étais quitte à avoir ce reflet, une erreur que j'essaierai de ne pas faire aujourd'hui, de ne pas apparaître à l'image dans le reflet du miroir, mais d'être toujours à la même hauteur que l'homme politique. Et d'être, moi, pas dans une position de chasseur, avec l'œil dans le viseur, mais dans une position de pêcheur à la ligne. Je fais mon cadre, j'ai mon petit moniteur comme ça, hein, pour vérifier, comme la caméra que vous voyez dans la salle, et je suis avec eux, c'est-à-dire que je fais mon cadre et j'attends que ça morde, plutôt que d'être dans une position plus agressive, de filmer à l'épaule, dans la position du chasseur. Je préfère, moi, la position du pêcheur. Sur l'humour, Jean-Claude Monod, est-ce que l'humour, en fait, finalement, contribue au charme d'un chef, ou est-ce que ça peut le ridiculiser? Et par rapport à ces derniers mots d'Yves Joland sur la hauteur, finalement, le rire, ça peut tout à la fois faire briser quelqu'un, ou au contraire, finalement, le rendre assez majestueux, assez à distance dans l'autodérision. Comment on peut
prendre l'humour et cette question de hauteur, de taille, justement. Oui, je pense que c'est compliqué parce que, par exemple, on considérait que François Hollande était quelqu'un qui avait beaucoup d'humour, et je crois que c'est d'ailleurs le cas. Mais comment ensuite faire passer cette qualité? Alors c'est sûrement une qualité d'ailleurs en tant que chef de parti aussi, pour se faire des alliés, pour désamorcer aussi des conflits éventuellement. Ensuite, tout le monde estimait qu'au plan voilà, d'une fonction comme la fonction présidentielle, c'était beaucoup plus difficile de jouer de cet humour, pas forcément pour des... Je crois que dans le film d'Yves Geland, on voit le moment où il remet la Légion d'honneur, je ne sais quoi, à Jean d'Ormesson. Là, il peut faire de l'humour avec voilà, un public qui est d'ailleurs acquis, mais je veux dire, il peut faire des mots d'esprit, etc. Dans le cadre vraiment de la fonction elle-même, c'est plus difficile. Donc, je pense que l'humour est une qualité qui sûrement contribue au départ peut-être à créer un groupe, à le fédérer, enfin peut contribuer, mais effectivement qu'ensuite il y a un moment où ça peut en tout cas c'est beaucoup plus difficile de le faire jouer. Sinon là pour le dernier extrait, la question que je me posais c'est dans quelle mesure, et d'ailleurs ça brouille du coup la question fiction, documentaire, imitation, etc. C'est le fait qu'ils savent qu'ils sont filmés et qu'ils jouent un peu eux-mêmes leur propre personnage ou pas, enfin donc Seguin qui regarde ailleurs, est-ce que c'est aussi une façon de signifier que voilà, quand même, ils se réconcilient, mais c'est quand même un peu pour du beurre. À un moment, Balladur, c'est vrai qu'il y avait presque un plaisir à incarner cette distinction un petit peu bourgeoise, etc., où je vous demande de vous taire, etc. Enfin, il y a cette attitude toujours un petit peu hautaine. Et on se demande si ces personnages politiques aussi ne sont pas pris par leur rôle politique, leurs personnages, et par le fait qu'ils savent qu'ils sont filmés, donc qui jouent aussi des scènes qui sont relativement attendues, là, la scène de la réconciliation, la scène de la... Donc je trouve que c'est ce qui aussi rend sûrement compliqué le documentaire politique, c'est que ce sont quand même des gens qui sont extrêmement conscients du fait que, enfin parfois peut-être ils oublient qu'ils sont filmés, ça peut-être qu'on travaille sur des mois, mais sinon il y a un aspect où la caméra porte avec elle une sorte d'effet de fiction et de constitution du personnage, et même du duo de personnages. Bon, c'est pas Laurel et Hardy, mais c'est voilà, ici ces gens tellement distincts qu'ils en rajoutent peut-être dans la différence et dans le non-dialogue. Il y avait l'idée que cette question, de toute façon, est-ce que le pouvoir, est-ce que c'est uniquement une question finalement d'apparence? C'est-à-dire que cette caméra qui accompagne les journalistes qui sont tout le temps là, les regards posés sur le chef ou les chefs, les hommes politiques, accompagnent effectivement. On se demande si l'apparence ne crée pas le pouvoir. Est-ce que vous avez eu l'impression à certains moments, Yves Geland, d'avoir été oublié, que votre caméra se faisait oublier, ou que finalement tout le temps les hommes politiques étaient conscients de ce regard-là posé sur eux? Il n'y a pas de règle, vraiment. Alors, moi j'ai des débats avec des collègues qui me disent mais jamais ils oublient. Évidemment que parfois ils oublient, mais la question c'est du il. Ça dépend du moment, ça dépend du personnage. Là, en l'occurrence, sur la séquence Balladur-Séguin, moi j'étais au milieu des photographes. Et ces caméras-là, telles que je l'avais, elles n'existaient pas avant. Donc honnêtement, ils me prennent pour un photographe. Donc il y a déjà eu la séquence filmée où ils doivent trinquer ensemble. Ça, les caméras sont parties. Ils ont fait leur film, leurs images, encore une fois, en plongée, caméra à l'épaule. Et moi, je filme caméra au point et je suis avec les photographes. Donc, ils prennent qu'il y a des clichés seulement. Et au bout d'un moment, ils peuvent oublier ou pas. Donc, Fresh ne me calculait pas. Fresh pensait que j'étais un photographe pendant 6 mois presque. Je ne l'ai pas lâché pendant 6 mois. Il a appris mon nom le 6e mois seulement. Donc, à la fin. À aucun moment, ils demandaient, pendant que j'étais en montage, essayer d'avoir des nouvelles. C'était un homme âgé, fatigué, et qui n'avait pas grand-chose à faire d'une certaine façon, et il ne se contrôlait pas du tout. François Hollande n'oubliait jamais, quasiment jamais la caméra par une reprise, et j'ai laissé d'ailleurs dans le montage à dessein souvent des regards caméra pour montrer que justement je suis présent. Donc évidemment la présence, on essaie le plus possible de se faire oublier. Le fait justement de ne pas être derrière l'œil, de filmer toujours tout seul, de ne pas avoir de perche,
faire le son, l'image, la réalisation tout seul, aide, bien sûr, parce qu'il y a des moments, si on débarque à une équipe, qu'on fait la métro Goldwyn-Mayer dans le bureau du président de la République, c'est comme un peu un éléphant au milieu d'un magasin de porcelaine. Donc forcément, on essaie d'être le plus discret possible, et c'est sur la longueur. Donc il y a des moments où ils peuvent vous oublier. Ils vous oublient d'autant plus qu'on filme en temps de crise. C'est quand ils ont d'autres chats à fouetter. Et ça, c'est très sensible. Et c'était le cas aussi, j'en ai parlé longtemps, j'ai fait des débats avec Gaspard Ganzer. Il y a des moments où, quand il ne se passe pas grand-chose, ils vont s'occuper de vous. Et puis quand vraiment il y a un attentat, qu'il y a je sais quoi, qu'il y a une exclusion, au moment il y a eu une affaire dans le film Le Président avec Georges Frêche, qui est venu pimenter la campagne, l'accélérer, où Georges Frêche est devenu une vedette nationale, ou d'une certaine façon il m'échappait, mais vraiment à ce moment-là, même ces lieutenants, mais moi ça faisait déjà 3 mois que je tournais, et ils avaient vraiment d'autres chats à fouetter que ma présence. Alors, cette rencontre va bientôt se finir. J'aimerais juste qu'on finisse avec un dernier extrait de vous, Yves Geland. C'est un extrait de Georges Frêche, c'est l'extrait numéro 9. Justement, on voit que c'est un moment où la caméra se fait oublier, ou alors est complètement oubliée par Georges Frêche lui-même. C'est l'extrait numéro 9. C'est quasiment la dernière séquence du film. Alors, on a vu la première pour Hollande, et là c'est la dernière pour Frêche, presque. Attendez, laissez-moi aller m'asseoir. Il n'y a pas une chaise là au milieu. Une chaise haute. Sortez-vous ici. Il n'y a rien, président, par là, il n'y a rien. Où est la porte là? Mais où est-ce qu'elle est, la porte de la permanence? Ne poussez pas derrière. Mais il n'y en a pas de chaise? Elle arrive, elle arrive. Oh putain. Elle arrive. Allumez à l'intérieur! Allumez! C'est là-bas, la permanence, président. C'est pas là, président, c'était derrière. Elle est quoi à l'extérieur? Putain, alors, c'est pas possible, hein? Plus calme. Bon, alors, vous avez trouvé une à l'intérieur? Putain, c'est pas vrai, il y en a 10. Elle arrive. Ça arrive. Oh, vous êtes des vaches, c'est tout. Mais non, arrêtez vos conneries, dans le chef. Je suis pas le sucre. Et voilà, on va s'arrêter sur cette séquence qui est aussi donc la fin de votre documentaire, Le Président Yves Geland. Mon royaume pour une chaise. Mon royaume pour une chaise. Bon. Eh bien, merci à tous. On peut applaudir les invités. Alors, est-ce qu'il y a des questions que vous pouvez poser? Il y a questions au public, séquence de questions au public. Donc, Zeynep est ici pour vous tendre un micro, si vous le souhaitez. Vous pouvez lever la main. Voilà. Bonsoir. Bonsoir. Dans la présentation là, de la soirée, on parle de code nouveau. Et moi, il me semble avoir repéré un code nouveau pour les présidents de la République. Dans le passé, ils s'exprimaient très exceptionnellement, peut-être même pas du tout, sur les affaires intérieures quand ils étaient donc à l'étranger. Et il semblerait que Macron ait transgressé ce principe, puisqu'on l'a vu s'exprimer beaucoup sur des affaires intérieures, et pas toujours de manière très valorisante pour le pays. Hein. Auparavant, on lavait son linge sale en famille. Là, on le lave à l'extérieur. Et moi, ça m'a profondément choqué. Et je voudrais savoir ce que vous en pensez de ce changement profond, me semble-t-il. Jean-Claude Monod. Je pense qu'il y a un changement du code général chez Macron par rapport aux pratiques antérieures qui fait qu'il s'exprime assez peu
relativement à ce qui était devenu la norme, où le président s'exprimait devant les caméras en marchant en France ou en réagissant à des faits divers, etc. Macron a opté pour une parole plutôt rare. Et du coup, il parle dans ses fonctions les plus consacrées en tant que président, c'est-à-dire plutôt pour l'extérieur, lorsqu'il est en déplacement. Mais effectivement, du coup, il parle de l'intérieur à l'extérieur, ce qui crée sûrement ce qui peut créer un certain malaise, puisque effectivement, c'est un style d'intervention qui risque d'être perçu comme disons un empiètement ou un déplacement de ce qui serait la norme. Donc effectivement, je pense que c'est dans les effets pervers peut-être de cette redéfinition de la communication présidentielle qui, d'un côté, je pense, était assez bien pensée, parce qu'il a estimé qu'il y avait une banalisation de la parole présidentielle et que le fait que Sarkozy, par exemple, réagisse à tout événement ou à tout fait divers, on avait fait cette espèce d'hyper-président trop présent et saturant l'espace public de ses commentaires. Mais là, on a quelque chose de difficile pour lui, qui est de tout de même commenter l'intérieur, et il ne peut plus le faire que de l'extérieur, ou dans des émissions évidemment très rares, où il convoque les journalistes. Donc je pense qu'on a un peu cette recomposition de la parole politique qui est assez ratée aussi, effectivement. Ça, je crois qu'il assume le côté isolement, en pensant que c'est que ça correspondait à une attente. Ça correspondait à une attente, même si on voit dans les grandes enquêtes qu'il y a pu y avoir en sciences politiques dans ces dernières années en Europe, il y a des attentes assez contradictoires, une attente de proximité et en même temps une attente d'une certaine solennité de la fonction. Et comme il y avait l'impression que, par exemple, le langage était un peu abaissé ces dernières années, qu'il y avait éventuellement une vulgarité dans le rapport au pouvoir, le fait de réintroduire une certaine distance et un certain isolement, je pense, correspondait à quelque chose de vraiment mûri et d'assez bien vu, je pense, stratégiquement, mais après avec l'effet pervers aussi de cette trop grande distance par rapport aux enjeux nationaux peut-être, et de cette parole qui peut avoir l'air de tomber d'en haut de manière hautaine. Je ne pense pas qu'il soit le premier, hein, Macron. C'est-à-dire que moi, j'ai le souvenir, là, je n'ai pas d'exemple précis, mais au moins sur les 2 mandats précédents, que chaque fois, on entend, mais il n'aurait pas dû parler de la France, enfin du territoire national à l'étranger. Et je pense qu'on l'a reproché à peu près, pas forcément toujours au président de la République, mais au Premier ministre, ça peut arriver. Et ça a même été reproché récemment à Hollande, qui, pour la première critique qu'il a formulée contre Macron, l'a fait depuis l'étranger. Je ne sais plus quel pays, mais c'était depuis l'étranger, c'est sa première critique. Donc je ne pense pas que Macron soit le pionnier dans cette digression, qui est un code d'ailleurs qui n'a jamais été écrit. Et quant à la parole macronienne, il lui arrivait aussi d'être extrêmement familier, voire grossier dans ses expressions. Alors parfois, c'est des paroles qui lui échappent, hein, mais quand il a parlé notamment, je crois que c'était en Corrèze des ouvriers, il a eu des mots qui n'étaient, pour certains, qu'on a trouvé peu présidentiels. Mais c'est le problème des caméras qui sont partout et où on ne sait pas ce qui est le off et que tout est hyper contrôlé, tellement il y a des micros et des objectifs partout. Est-ce qu'il y a une autre question dans la... Dernière question, alors une dernière question ou pas Allez-y. Ah oui. Bonsoir. Bonsoir. Merci au Forum des images, merci aux 2 intervenants. Juste pour Yves Jolin, moi j'avais vu vos 2 documentaires, enfin pas le premier sur Paris. Vous avez parlé de votre subjectivité. En fait, ce qu'il y a de bien dans vos 2 documentaires, c'est comme vous disiez, en fait, ça laisse quand même libre choix aux personnes de penser ça ou ça. Donc votre subjectivité, elle a permis de développer la nôtre. Et puis sinon, moi j'avais une question aux 2 intervenants, c'était concernant... Parce que là, c'est quand même très franco-français. Donc le pouvoir, on est dans un pays de 65 millions d'habitants, donc quand même très petit à l'échelle mondiale. Donc, on a parlé aussi de Lincoln, effectivement, mais ça reste un pays... Oui, il y a au siècle, même le siècle d'avant le siècle dernier. Et est-ce que vous pourriez faire un parallèle, en fait,
sans aller jusqu'à outre-Atlantique, etc., ou l'Asie, voilà. En ce qui concerne l'Union européenne, est-ce que vous pouvez faire un parallèle avec la communication, puisque là on parle quand même beaucoup de communication et de la façon dont le pouvoir s'incarne, etc., avec la façon de l'incarner en Allemagne, avec la façon de l'incarner en Espagne, en Italie, en Angleterre, enfin sans aller jusqu'au AC4, non, mais qui est quand même toute différente. C'est vrai qu'on est resté très franco-français, c'est vrai. Bon, juste 10 secondes, pourquoi je demande ça, c'est parce que on dit souvent, et c'est sans doute un peu vrai, en partie importante, qu'on est dans une monarchie républicaine, ou en tout cas, moi je pense que là, on est dans une république qui est en deuil de sa monarchie, même s'il y a eu des restaurations, des empires, enfin, etc. Donc on est quand même dans un contexte particulier de 5e République. Comment et pourquoi, chez nous, on est en attente à chaque élection présidentielle, et donc du coup ça suscite beaucoup de déceptions, en attente d'un homme providentiel, qui au final ne peut pas l'être, donc il y a beaucoup de communication justement pour essayer que le président essaie de faire croire ça, que ce soit l'un ou l'autre, voilà. Et comment donc fait Mme Merkel, comment fait Mme May, comment fait M. Rajoy, quel rapport ont-ils avec le pouvoir, avec leur communication politique? Voilà, c'est tout. Je pense que c'est un peu difficile de répondre en 30 secondes, effectivement. Mais non, ce qui est certain, c'est qu'en France, effectivement, il y a ce régime présidentialiste, cette constitution de la Ve République qui suscite une attente peut-être démesurée et souvent déçue, enfin, qui suscite aussi ces campagnes qui en même temps focalisent l'intérêt citoyen. C'est quand même surtout autour des présidentielles, même si il peut y avoir un intérêt pour les élections locales, mais je veux dire, il y a cette espèce d'emballement. Et alors, évidemment, l'Allemagne, d'après-guerre, s'est construite contre les pathologies du personnage charismatique et du chef tout-puissant. Donc en Allemagne, il y a un registre qui a été privilégié, qui est celui d'une forme d'abord d'une culture de compromis et d'une forme presque anti-charismatique, c'est-à-dire il faut être plutôt un personnage relativement, pas forcément terne, mais disons qui ne se met pas en avant, très sobre et qui joue plutôt de ses qualités de compromis. Je crois que je vais m'en tenir à la comparaison avec l'Allemagne, parce que si on allait vers l'Espagne, l'Italie, etc., on en aurait un peu pour trop longtemps, mais bon, en même temps, il y a des traits structurels en ce moment, c'est-à-dire qu'il y a eu quelque chose d'assez inattendu, qui était finalement un retour d'un certain pouvoir, pas forcément présidentiel, mais du numéro 1, qui était quelque chose de relativement inattendu et qui s'est produit dans les dernières décennies, sous l'effet de différents processus. Donc il y a des choses qui se retrouvent en fait de pays en pays, malgré les cultures politiques diverses, et qui font que certaines questions sont quand même communes, y compris cette dimension de repersonnalisation par aussi les médias, je pense par les médias en continu, qui repersonnalisent et qui parfois effectivement le font évidemment sur le mode de la pipolisation, mais aussi d'une espèce de construction de personnages dont on attend beaucoup. Mais merci. Vous voulez en dire 2 mots, allez-y. Pardon, je vous ai... Non, je pense qu'effectivement, il y a une spécificité française, même dans le documentaire. Il y a une culture du documentaire politique qu'on ne retrouve pas dans les autres pays, qu'on retrouve aux États-Unis, bien sûr. Ils ont même été pionniers avec le premier film documentaire de coulisses d'une élection, c'est Primary, Penn Baker et de Leacock. On a eu The War Room. Donc il y a de grands films politiques documentaires où les hommes politiques laissent filmer les coulisses, ce qui n'a pas été le cas de Obama, qui avait une communication extrêmement verrouillée, où il fournissait lui-même ses propres coulisses. Mais pour le reste, l'Allemagne, que je connais bien, il n'y a pas ça. Je suis allé présenter un film en Allemagne récemment. Ils ont cherché à m'offrir un documentaire sur... un peu l'équivalent de mon travail, et ils n'ont pas trouvé, ils en ont trouvé un, je crois, que j'ai pas encore regardé, sur un militant de la CDU, je crois. Mais sinon, effectivement, il n'y a pas, c'est pas une école documentaire allemande. Je connais peut-être moins bien les autres pays, un petit peu l'Espagne, mais il y a aussi effectivement ce côté très vertical, et l'élection présidentielle qui en rajoute dans la dramaturgie. Et on parlait de subjectivité tout à l'heure, mais vraiment, alors là, je suis 2 personnes différentes, comme Maître Jacques dans l'Avare, selon si c'est le réalisateur ou le citoyen qui vous parle. C'est-à-dire que moi, personnellement, dans mes opinions politiques, je suis contre l'élection du président au suffrage universel. Comme réalisateur, gardons-le. Enfin, quand je filmais à l'Élysée,
Il y avait Jean-Pierre Jouyet qui se plaignait, qui venait d'arriver, qui se plaignait sans arrêt de ce vieux palais coupé du monde, où rien ne fonctionnait, où la clim était en panne, où il n'y avait pas toilette homme, toilette femme, où il n'arrêtait pas de monter et descendre des escaliers, où la Wi-Fi ne fonctionnait pas, où il n'avait pas de réseau téléphonique. Et évidemment, si vous allez dans la chancellerie allemande à Berlin, c'est magnifique, tout fonctionne bien, c'est des lieux qui sont extrêmement... on appelle ça adapté au travail, fonctionnel. Mais alors quel ennui de filmer ça, tout est éclairé au néon, voilà, c'est magnifique de filmer à l'Élysée, les tentures. Donc là, il y a un décor, ne changez rien. Comme citoyen, changez tout. Comme réalisateur, ne changez rien. Donc on a gardé cette espèce de monarchie républicaine. Moi, je fais partie des gens qui ont été très tristes le jour où on a enlevé les képis des flics. Maintenant, ils ont une espèce de casquettes difformes qui sont les mêmes à peu près partout. Gardons les gardes républicains. C'est magnifique à filmer ce genre de choses. Donc, effectivement, il y a des choses qui ne sont pas très cinématographiques. Alors, je pense que l'Espagne est assez proche de la France pour ça. Mais l'Allemagne, c'est pas, c'est terrible. Enfin, même le Bundestag refait, le Reichstag, c'est pas beau, quoi. Tout est neuf, quoi. Tout est propre, voilà. Il y a des souris à l'Élysée, c'est formidable. Bon, bah, on va s'arrêter avec les souris de l'Élysée. Merci à tous.